Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, Délivrez-nous prend ses quartiers à l'Historial de la Grande Guerre à Péronne. Ce monument qui date de 1992 a été conçu par Henri-Édouard Siriani et encastré dans le château médiéval. 1800 mètres carrés d'exposition sur le site de la bataille de la Somme qui, entre juillet et novembre 1916, fit plus d'1 million de morts. C'est Guillaume de Fonclare, le directeur de l'Historial, qui nous reçoit aujourd'hui pour évoquer son bouleversant récit paru chez Stock, Dans ma peau. Il y est question de la maladie qui le rend invalide à 42 ans et de ce lien intime qui l'unit à l'Historial et aux soldats de la Grande Guerre. Guillaume de Fonclare, bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir ici dans votre bureau de l'Historial. Dans ma peau, publié chez Stock, c'est votre premier récit, 120 pages. C'est bref, mais très intense, sans détour et criant de vérité. J'ai envie de vous demander d'abord dans quelles conditions vous avez décidé d'écrire ce livre. Est-ce que c'était pour vous citer, afin de vous vider d'un trop-plein de non-dits? Il y avait un peu de ça, oui, parce que quand on éprouve des douleurs comme ça qui sont diffuses et puis très difficiles à caractériser en fait, notamment pour les autres, mais aussi particulièrement pour soi, l'écriture peut représenter une sorte de thérapie, de mettre en mots ce qu'on ressent, de pouvoir aussi exprimer auprès des autres quelles sont ses préoccupations sans le faire directement, verbalement, parce que c'est pas toujours simple. Donc il y avait à l'origine, oui, cette volonté de me vider d'un trop-plein. Et puis il y avait aussi celle de témoigner de la gratitude que j'éprouve à l'égard de ce lieu, l'Historial, et puis à l'égard de ceux qui y travaillent. Vous êtes atteint donc d'une maladie qui rend chacun de vos gestes douloureux et qui vous fait perdre peu à peu votre autonomie. Vous écrivez « L'origine de cette torture égocentrique demeure un secret inviolable parce que cette maladie est auto-immune, vous contre vous, et qu'en plus elle est d'origine et d'évolution inconnue. Est-ce que c'est ça qui ajoute à la souffrance psychologique ? Oui, parce que pas savoir à quelle sauce on va être préparé, c'est évidemment pas facile. Et puis c'est difficile aussi dans le sens que lorsqu'on se tourne vers les médecins, eux-mêmes, ils ne peuvent qu'avouer leur impuissance. Donc on enchaîne examen sur examen, il y a des résultats, mais qui ne sont pas suffisamment caractérisés pour pouvoir typer telle et telle maladie. Donc c'est compliqué, oui, vraiment compliqué, parce qu'on avance en terre inconnue, quoi. Et puis l'idée que c'est son propre organisme qui vous fait du mal. Oui, c'est ça, oui, c'est une idée très difficile à admettre parce que, comme je l'ai écrit, soi contre soi. Alors, le cancer, c'est ça aussi, hein, je veux dire, on est soi contre soi. Mais là, la grande différence, c'est que, d'abord, c'est diffus, c'est partout. Et puis, je ne connais pas le terme, voilà, c'est aussi ça la difficulté. Il y a certains jours où j'ai l'impression, parce que je ne suis vraiment pas bien, que je ne passerai pas l'année, et puis d'autres où ça va mieux, et je me dis, bon, tu vas peut-être te traîner ça toute ta vie, et puis bon, c'est ça, c'est cette incertitude-là qui est difficile à connaître. Vous dirigez l'Historial de Péronne depuis 4 ans, et il y a un lien très intime qui vous unit à cet endroit, une relation forte. Les fantômes de la Grande Guerre tournoient autour de moi, je veille ces hommes, mes frères d'outre-monde, je suis le plus vivant de tous ces fantômes. Est-ce que vous avez le sentiment que votre douleur vous a un peu éloigné des vivants et rapproché de ces soldats, vos soldats, en créant une espèce de fraternité entre vous? Alors, qu'elle m'a éloigné des vivants, oui, ça c'est clair. Et l'idée de ce livre, c'est d'essayer de m'en rapprocher un peu. Elle éloigne des vivants parce qu'on ne peut pas répondre toujours, c'est aussi ce que je dis à un moment dans le bouquin, non, quand on vous demande si vous allez bien, vous ne pouvez pas toujours dire que vous avez mal quand vous avez mal. Donc on a tendance, j'ai eu tendance à plutôt me taire et m'enfermer dans une sorte de carapace, comme si j'avais besoin d'en avoir une autre, mais de silence et de non-dit. Et en arrivant ici, je me suis vite rendu compte que ça avait été aussi le lot de millions d'hommes, alors à la fois ceux qui ont combattu pendant la guerre, mais aussi les anciens combattants, c'est-à-dire ces gens qui sont revenus, qui n'avaient pas forcément de blessures visibles ou qui avaient des blessures guéries, sur le plan médical du terme, mais qui ont continué à vivre avec la douleur, qu'elle soit psychique ou qu'elle soit physique. Et puis il y a aussi l'idée de cette incertitude de la mort. Bon, moi, elle sera sans doute plus douce, enfin j'espère, mais de se dire
la confrontation régulière et journalière avec cette idée de se dire de quoi vais-je mourir, est-ce que je vais mourir de ce dont je souffre, je pense que c'est une idée qu'ils ont eue aussi, parce que tous les matins, ils devaient se lever en se disant est-ce que ça sera le dernier. Alors moi, ce n'est pas à la journée, mais c'est à l'année. Vous voyez, la nouvelle année, c'est une question que je me suis posée. Alors je n'ai pas posé dessus des jours à des jours, mais n'empêche que je me la suis posée. Vous décrivez très bien dans ce livre la distance qui sépare notre monde du monde de 14-18, au-delà des années passées. Vous dites « Nous ne comprenons plus les raisons qui poussaient ces hommes à repartir encore ». Quand on est directeur d'un endroit comme l'Historial, comment fait-on comprendre à ses contemporains l'inconcevable? Eh bien, on essaye de leur faire imaginer ce que pouvaient être les conditions de l'époque, mais en prenant bien garde de ne pas rejouer ou ne pas surjouer ces conditions. Parce qu'il y a deux écoles en la matière. Il y a notamment en Grande-Bretagne, dans les pays anglo-saxons, un courant qui voudrait faire rejouer aux enfants et aux adolescents ce qu'ils ont vécu, mais ça va jusqu'au point de les remettre dans une tranchée, de leur faire passer une nuit. J'ai même vu des cas où on leur fait rejouer une attaque au gaz, vous voyez, des trucs un peu... Voilà, assez violent, oui, effectivement. Et puis ensuite, il y a, moi, ce que je défends ici, enfin ce que nous défendons ici, c'est au travers des objets, c'est-à-dire au travers de l'objet, au travers de ce qu'avait le soldat, ce qu'il a porté sur lui, ce qu'il a utilisé, d'essayer de faire qu'en imagination, on puisse se remettre dans les conditions de l'époque. Et puis, bon, il y a les films d'archives aussi qui aident. Mais c'est surtout, moi, j'ai l'impression que ma principale mission, c'est surtout de montrer ce qu'est la guerre, quoi, pour éviter éventuellement qu'on remette ça. Donc voilà. Après, sur cette notion d'inconcevabilité, ce qui est le plus difficile à imaginer, et moi je pense que c'est même possible, c'est d'imaginer comment un jeune homme, soldat, a pu faire pour sortir d'une tranchée, essayer d'aller en conquérir une autre en face, revenir, s'il a de la chance, et surtout recommencer. Voilà, moi c'est là où je dis que c'est inconcevable, parce que simplement y aller une fois, nous, je pense qu'on serait incapable, et Dieu merci, mais y retourner, voilà, c'est là où on est dans un autre monde. On est vraiment dans un autre monde, oui. Alors pour donner une idée de la tragédie qu'a été la bataille de la Somme entre juillet et novembre 1916, vous posez dans ce livre l'équation de l'horreur. Expliquez-nous. C'est très efficace. Je me suis posé la question de savoir combien de centaines de milliers d'hommes avaient laissé leur vie. Et alors les estimations ne sont pas toujours très précises, mais on imagine que c'est entre 1 million et 1,2 million. Vous voyez, quand on commence déjà à parler de centaines de milliers comme ça, en rajoutant ou en retranchant, ça montre déjà la dimension du cataclysme. Et puis j'ai simplement fait un calcul un peu stupide, mais j'ai pris pour la bataille de la Somme le front sur lequel elle s'est déroulée, c'est-à-dire l'offensive s'est déroulée sur 40 km. J'ai pris aussi le nombre de kilomètres qui ont été parcourus pour la percée qui est allée plus loin, c'est-à-dire, enfin la percée, le mouvement qui est allé plus loin, c'est-à-dire 12 km, donc ça fait un quadrilatère de côté, 12 km x 40, ça fait 480 km², et puis j'ai divisé le nombre de morts par et on est à 2 morts au mètre carré. Bon. Sachant qu'en plus, ce quadrilatère, il n'existe pas, puisque c'est surtout une bande de quelques kilomètres, 2-3 souvent, qui courent sur 40 km. Mais simplement dans le calcul, comme vous dites, l'équation de l'horreur, on mesure ce que ça a été, quoi. 2 morts au mètre carré. C'est-à-dire que c'est comme si, là, en revenant, en se promenant dans les champs de la Somme, on avait tous les mètres de morts. Donc ça pose vraiment, je crois, le débat de manière tangible. Effectivement. Chaque année, on trouve encore des dizaines de corps sur les anciennes zones de combat. Et généralement, vous dites qu'il est encore possible de déterminer leur nationalité. Mais les États n'ont pas tous la même attitude par rapport à ces corps. Les politiques sont différentes. Expliquez-nous un peu. Je pense que les politiques sont différentes parce que les mentalités sont différentes. Les Britanniques, dès le départ, dès le conflit, ont décidé que les corps resteraient là où ils avaient été enterrés par ceux qui les ont enterrés, c'est-à-dire souvent les compagnons d'armes des soldats tués, et qu'il y aurait donc impossibilité pour les familles de les récupérer et de les ramener dans les caveaux familiaux. Pour moi, d'ailleurs, souvent c'est ce que je leur dis, c'est qu'ils n'ont pas terminé le deuil, puisque souvent le corps est
une étape importante dans le processus de deuil. Donc eux, ils sont encore comme ça, avec ce corps qui est loin, qui est inaccessible. Donc nécessairement, à chaque fois qu'ils retrouvent un corps, ils essayent de le remettre là où il doit être, c'est-à-dire dans le cimetière le plus proche, et ils déploient pour ce faire des efforts très importants. On passe même par des tests ADN pour les Australiens, par exemple, qui ont choisi cette politique. En France, nous, on a eu à reconstruire 2 fois. Alors, on a eu à reconstruire le pays une première fois, parce qu'après la guerre de 14, on avait quand même un quart du pays qui était complètement dévasté. Et puis en 40-45, ça a été de nouveau la même chose. Donc je pense que ce deuil a été très vite fait, enfin en tout cas le deuil du corps. Il y avait l'urgence. Il y avait l'urgence aussi, et que même dans notre histoire familiale, s'il reste beaucoup de traces, et beaucoup de douleurs encore d'ailleurs, autour de cette grande guerre, le corps n'a pas beaucoup d'importance. Et je suis le premier à dire, je sais où est enterré mon arrière-grand-père, donc qui est mort aussi à la guerre de 14, mais si on m'appelait pour me dire on a retrouvé votre arrière-grand-père, qu'est-ce que vous voulez en faire, je serais le premier très ennuyé, quoi. Et si on me proposait une solution qui soit à la fois acceptable sur le plan moral et sur le plan aussi pratique, je dirais oui. Donc ça, c'est la vision française. Et puis les Allemands, eux, on ne leur a pas donné le choix. Ils ont regroupé où ils ont pu regrouper. Il y a beaucoup de corps qui n'ont pas, beaucoup de cimetières d'ailleurs provisoires qui ont été effacés, dont on a effacé toutes les traces, parce que les Alliés, les vainqueurs ont dit ben voilà, on vous donne un certain nombre de cimetières, vous regroupez ce que vous pouvez regrouper, et que de toute manière, la guerre de 14 fait partie pour les Allemands du tabou de la guerre de 40-45. C'est-à-dire que c'est un grand tout pour eux, et ils sont encore très gênés d'explorer cette période de leur histoire, mais je pense qu'ils y viendront, et on sent quelques prémices d'ailleurs, mais je pense qu'ils y viendront et que ça sera pour eux quelque chose de très important. Toujours est-il que lorsqu'on retrouve des corps allemands, ils sont traités d'une façon pour le moins sommaire. D'accord. Le monde entier est présent dedans et autour de l'Historial. Une vingtaine de nationalités sont venues combattre dans la Somme. J'aimerais que vous nous parliez de l'épitaphe inscrite sur la tombe du soldat britannique Goodlad, qui est décédé à 23 ans le 1er juillet 1916. Oui, alors c'est une épitaphe qui m'a toujours beaucoup troublé, qui dit en français, enfin c'est écrit en anglais, mais la traduction en est la France est une grande nation, et en gros, ça veut dire et mourir pour elle est une grande action. Et ça m'a beaucoup troublé parce que qu'un jeune homme de cet âge-là, je crois qu'il avait 19 ans, venu en France pour combattre et défendre un pays qui n'était pas le sien, venu certainement volontairement en plus, et prêt à donner sa vie de cette manière-là, j'ai trouvé à la fois que c'était un geste complètement inutile, mais d'une grandeur et d'une beauté qui en surpasse beaucoup d'autres. Donc il fait partie de ce qu'on appelle ces bataillons de copains, c'est-à-dire des gens qui sont engagés tous ensemble, puisqu'il n'y avait pas de service militaire au début de la guerre en Grande-Bretagne, et qui étaient engagés ensemble dans des régiments qui avaient des origines géographiques, c'est-à-dire qui continuaient la guerre ensemble, et qui se sont fait tuer en masse ensemble, et notamment le 1er juillet 1916 pour l'offensive de la Somme, ce qui est le cas pour le soldat Goodlad. Moi, ça me touche beaucoup parce que, à la fois, c'est une vie gâchée, mais d'un autre côté, ça dit, là, pour le coup, beaucoup de l'état d'esprit. Moi, ce qui m'intéresse aussi dans cette épitaphe-là, c'est que on est là, je sens l'être humain, c'est-à-dire qu'on est entre une sorte de communion entre êtres humains. Je ne serais pas forcément d'accord sur sa démarche, mais en tout cas, on sent qu'il y a de l'humanité là-dedans, on sent qu'il y a beaucoup de dignité, beaucoup de courage. Un sens du sacrifice. Un sens du sacrifice, qui est très important en Grande-Bretagne encore aujourd'hui. C'est vraiment ça qui célèbre, le sens du sacrifice. Cette épitaphe, oui, moi, le jour où je l'ai découverte, elle m'a laissé sans voix, quoi. Oui, c'est vraiment touchant. Oui, tout à fait. Vous rendez hommage très bien dans ce livre aux souffrances invisibles de cette guerre. Vous écrivez « Eux, ils étaient des hommes du 1er XXe siècle, des hommes qui ne pleuraient pas, qui ne se plaignaient pas. Ce que j'étale aujourd'hui, ils l'ont gardé scellé au fond de leur cœur. » Effectivement, on est dans une époque où on peut briser certains silences. C'est un signe de l'évolution des temps aussi. Je pense que ça libère déjà beaucoup de choses. Qu'on peut parler de... Oui, moi je peux parler, je le dis aussi dans le livre,
Je peux prononcer le mot douleur, souffrance, dire que j'ai mal là, que je ne suis pas bien, sans que personne s'en offusque. Et ces paroles-là, elles sont apaisantes, parce qu'on a besoin de se vider de temps en temps. Alors, eux qui ont connu incommensurablement plus de difficultés que les miennes, eux, ils les ont tues. Parce que c'est vrai qu'on est, jusque dans les années 50-60, et cette génération-là particulièrement, on est dans le silence, on ne dit pas. Surtout un homme. Un homme ne va pas dire qu'il souffre, qu'il ne pleure pas, et même entre eux, ils n'en parlaient certainement pas. Et ça aussi, ça m'affecte beaucoup dans le sens où il y a toute cette immense douleur tue de ces millions d'hommes-là, vraiment millions pour le coup, c'est vraiment le reflet d'une réalité, quoi, des dizaines de millions d'hommes qui sont rentrés chez eux et qui n'ont rien dit. Soit qui n'ont rien dit, soit qui ont beaucoup dit, parce qu'il y a l'autre cas, qui ont beaucoup raconté les événements, mais qui n'ont pas raconté eux dans les événements. Voilà. Et ça, je pense que c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'elle est encore perceptible là, cette guerre-là, parce qu'il nous arrive très souvent ici de rencontrer des gens qui sont âgés, puisque souvent c'est des petits-enfants de poilus, et qui n'en ont pas fini avec cette guerre parce qu'elle continue à être un trauma dans les familles. Oui, c'est un silence qui a pesé sur tout l'entourage. C'est ça, tout à fait. Notamment, alors ça je ne le mets pas dans le livre, mais il y a des exemples de petits-enfants qui découvrent que la grand-mère, elle avait été mariée une première fois à un soldat qui a été tué, et ça a été tué. Parce que se remarier à l'époque, quand on portait le deuil d'un soldat, c'était une sorte de trahison. Si vous voulez. Les femmes devaient être les vestales du temple du souvenir du défunt mort pour la France. Donc il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte de ça. Il y a aussi des histoires comme Jean-Louis Hésine l'écrit là dans un livre qu'il a sorti cette année qui s'appelle Les taiseux de Jean, qui découvrent que le grand-père officiel n'est pas le grand-père officiel parce que, alors soit il était en captivité, soit tout le monde sait que mamie, elle est allée avec X ou Y folâtrer dans les foins. Oui. Ça, c'est des trucs aussi qui minent les familles aujourd'hui. Voilà, et qui touchent à l'origine en plus. Donc, votre père, qui était pilote d'essai de l'aérospatiale, est décédé à bord de son hélicoptère. Vous aviez 10 ans, il en avait 40. Vous étiez alors boulimique de lecture. Vous avez trouvé refuge dans les livres. C'était une façon de surmonter votre deuil d'enfant? Oui, parce qu'en plus, moi j'étais aussi à une époque, alors c'est un peu curieux, mais et dans un milieu où il ne fallait pas pleurer. Parce que pour être digne de la mémoire de son père, et notamment du mien, il ne fallait pas montrer sa douleur. Donc moi j'ai cherché des exutoires pour l'exprimer, et la littérature en est devenue un. Mais des récits toujours très, sans que je m'en rende compte, bien sûr, ou avec une figure paternelle très, très forte, ou alors avec des héros auxquels je pouvais identifier mon père. Et ça m'a duré assez longtemps, jusqu'à ce que je m'en rende compte. Mais c'est vrai que c'est aussi la puissance de la littérature que de faire que des histoires qui ne nous appartiennent pas deviennent en même temps des choses qui nous constituent, quoi. Et intimement, voilà. Donc je me suis bâti en partie sur ces lectures-là. Avec oui. Jules Verne. Avec Jules Verne. Alors l'île mystérieuse, pour moi, ça a été que j'ai lu, relu, mais jusqu'à l'absurde. Et j'ai compris aussi bien plus tard la raison de cet amour avec le capitaine Nemo, qui est une sorte de démiurge caché qui n'apparaît que pour des choses positives et aider, donner un coup de main à ces pauvres gens. Voilà, tout à fait. Et puis même, alors le Cyrus Smith, qui est le scientifique là, qui règle tous les problèmes, il réinvente la nitroglycérine. Enfin, Jules Verne, c'est exceptionnel pour ça. Ça permet de transcender un peu l'idée de la mort, justement. Voilà, tout à fait. Et puis moi, pendant longtemps, j'ai rêvé que mon père revenait. Mais au fur et à mesure du temps qui passait, que je grandissais, on avait de moins en moins de choses à se dire, vous voyez. Puis un jour, il n'est plus revenu du tout. Mais ce qui me plaisait dans l'île mystérieuse, c'était justement, je pense inconsciemment, cette idée qu'il y a quelqu'un qui veille sur vous et qui intervient quand vous en avez besoin. Bon. Et ça a été aussi... C'est l'ami imaginaire que beaucoup d'enfants se... Voilà, tout à fait, oui. Mais plus puissant. Bien sûr, oui. Voilà. Plus figure paternelle.
Vous allez prochainement devoir quitter vos fonctions à l'Historial, hein, pour raison de santé bien sûr, mais vous souhaitez choisir vous-même le moment de le quitter et de la même façon retourner dans certains lieux en sachant que c'est la dernière fois. Vous voulez, je cite, conserver le sentiment que vous dominez encore les choses. Ça, votre dignité, c'est quelque chose que la maladie ne peut pas avoir. Bah, j'essaye, oui, j'essaye. Parce que j'ai travaillé dans le monde de la santé, là j'étais directeur d'une clinique à Amiens pendant quelques années. Et vous pouvez être dans un état physique déplorable sans jamais perdre votre dignité, mais inversement, vous pouvez avoir des choses qui sont bénignes et être complètement indigne. Donc moi, la dignité, c'est une des choses que je peux conserver. Donc l'idée, oui, c'est d'arriver à partir, alors de mon travail d'abord, dignement. Mais les choses étant ce qu'elles sont, c'est devenu un peu plus compliqué parce que ce livre a eu un effet auquel je ne m'attendais pas, c'est que on m'a demandé de rester quoi, autant que possible, même si c'est beaucoup moins. Donc j'ai été très sensible à ces démarches-là, parce que vraiment j'ai trouvé que c'était très beau, quoi, pour le dire simplement. Donc on verra, mais moi j'aimerais de toute manière, d'une manière ou d'une autre, rester ici, faire le maximum, mais je ne veux pas non plus que le musée souffre d'avoir un directeur diminué qui ne peut plus faire certaines choses. Je tiens vraiment à continuer à aider à la notoriété et au développement de l'Historial, et je ne veux pas être un frein ou un poids. Donc là, on revient sur cette question de la dignité. Oui, et digne aussi parce que, par rapport à mes fantômes, c'est comme je les appelle, les gens dont on parle ici, ça va, quoi. Ma situation, elle est quand même pas, elle est enviable. Là, je suis en train de dire que je peux partir ou pas, que je peux améliorer mon départ. Donc ça aussi, c'est un minimum, quoi. La dignité, là, dans ce sens-là, oui, c'est un minimum. Alors dans ce livre, on a le sentiment d'un cheminement intérieur au fur et à mesure. Est-ce que le processus d'écriture vous a justement aidé à accepter l'idée de laisser l'uniforme, comme vous dites, du directeur pour reprendre celui de l'individu, Guillaume de Fonclare ? Oui, certainement, parce que je l'ai écrit très vite. Bon, j'avais des textes que j'avais déjà rédigés sur ce que je ressentais, les problèmes physiques, mais qui sont très vite intégrés dans ce texte que j'ai commencé là, en juin-juillet dernier. Et ça a été vraiment un parcours, oui, puisque on passe. J'ai le sentiment que dans le livre, on passe d'une période un peu sombre au début, qui est quand même assez forte, vers quelque chose de plus lumineux à la fin. Et ça m'a aidé à faire ce cheminement. Oui. Et je me sens là vraiment serein. Oui, je ne trouve pas d'autre mot que la sérénité, et c'est grâce à ce livre, ça c'est certain. Oui. Voilà, alors c'est l'objet justement de ma dernière question. Il y a effectivement des passages très sombres dans le livre parce que vous êtes dans la vérité et que la situation est très difficile, mais il y a de l'espoir et une vraie force de vie qui sous-tend cet ouvrage, notamment quand vous vous projetez dans l'avenir de vos enfants, Daphné et Colin, ou quand vous écrivez « J'avance d'un pas cadencé vers un monde nouveau, en espérant que cette Amérique me donnera tout ce que j'en espère ». Alors dans ce monde nouveau, peut-être sans l'Historial, ou en tout cas différemment, qu'y aura-t-il? Que voulez-vous y mettre? D'autres livres? L'écriture, oui, l'écriture. Voilà, moi j'ai toujours été, depuis que je sais écrire, un écrivain. J'ai toujours considéré que l'écriture, ce n'était pas simplement mettre des mots les uns après les autres, mais c'était les ordonner, les agencer pour dire plus que les mots. Donc certainement, si j'ai ce bonheur-là, oui, de pouvoir continuer à écrire, là, je m'y emploierai avec vaillance et obstination. Très bien, écoutez, en tout cas, ça commence bien avec Dans ma peau, qui est un magnifique ouvrage. Merci infiniment de nous avoir reçus ici, Guillaume de Fonclare, puis merci pour ce livre. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. On change tout de suite d'univers avec une soirée rock et littérature organisée à l'occasion de la sortie de 2 ouvrages, hommage au Clash et à Alain Bachung. On regarde tout de suite le reportage signé Thibault Lavande et Fabien Waquet. Rêve Up, c'est un nouveau rendez-vous des amoureux de la littérature et du rock'n'roll. La première de ces rencontres avait lieu à la librairie Page d'encre. L'idée de départ ne vient pas de moi, mais d'un client rocker qui est bassiste dans plusieurs groupes et qui était en contact avec Pierre Mikhailov, qui est lui critique de rock, romancier, nouvelliste, il fait des biographies, il écrit des biographies.
et il était en contact avec lui par Internet. Et Alain Bachung, c'est un personnage qui réunit un petit peu toutes les générations, qui démarre dans les années 60, qui met 14 ans à avoir son premier succès. C'est un personnage qui explose à partir du moment où il a dépassé la trentaine, ce qui est assez rare chez les musiciens. Et plus son parcours avance et plus il devient intéressant. Alors qu'en général, ça va dans le sens inverse chez les artistes. Et Alain Bachung, ce qui m'intéresse, c'est qu'il s'est toujours remis en danger, il s'est toujours remis en cause, et jusqu'au bout, il a essayé de surprendre son public et surtout de se surprendre lui-même. C'est ça qui m'intéresse chez lui. Le rock, c'est de la musique, mais aussi des textes souvent engagés. C'est surtout une attitude, un esprit, ce que les Clash et Bachung avaient en commun. Je pense qu'il y a quand même forcément une corrélation entre le rock'n'roll et la littérature noire. C'est deux genres sûrement un peu mésestimés, deux séries B, l'une dans la musique, l'autre dans la littérature. C'est deux choses qui véhiculent des sentiments, sans doute parfois un peu primaires, un peu rugueux, mais c'est de l'humain, c'est de la chair et du sang. Le reste, on s'en fout un peu quand même. Moi, je suis fan de Bachung depuis très longtemps. J'ai deux idoles en France, Gainsbourg et Bachung. Malheureusement, je suis un peu orphelin, les deux sont décédés. Voilà, pour moi, Bachung, c'est énorme. C'est mon enfance, c'est le premier à avoir introduit du rock dans la variété ou de la variété dans le rock, comme on veut. C'est le premier à avoir touché à l'électro en France, quelque part aussi, mis à part peut-être des groupes comme Casse Product, des choses comme ça, quoi. Mais c'est un personnage très important qui a su être grand public tout en étant intègre musicalement. C'est dans une ambiance conviviale que s'est poursuivie la soirée autour d'un débat sur le thème « L'esprit rock au fil du temps ». Merci beaucoup d'avoir suivi ce Délivrez-nous riche en émotions. Merci infiniment à Guillaume de Fonclare et à toute son équipe pour leur accueil à l'Historial de Péronne, que je vous conseille vivement de visiter. On se retrouve très prochainement sur TV Amiens.